Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés confortablement dans ces sièges business au Crédit Agricole. Donc, on représente Air France. On va vous parler de notre voyage autour de l'IA générative. Donc bonjour, moi c'est Iris, je suis data scientist à Air France depuis 6 ans et je suis en charge de tous les sujets liés au NLP et donc des IA génératives aussi depuis quelques temps. Et Virgile Bouessé, je suis portfolio manager de notre Data Factory, qui est un véhicule de transformation de data IA d'Air France, qui a été créé il y a 2 ans, voilà, qui est un bâtiment physique, mais aussi une communauté qui aide Air France à accélérer tous ces sujets de data IA. Donc, un petit peu de contexte sur notre groupe. Air France fait partie du groupe Air France KLM. 3 marques, KLM, Air France et Transavia, plus de 300 destinations sur 117 pays, pour vous donner un petit peu de contexte. Air France, on est une vieille maison, comme certains d'entre vous aussi. On a fêté cette année nos 90 ans. On a 3 activités principales, donc bien sûr le transport de passagers, mais aussi celui de marchandises avec transport de fret, et un dernier métier qui est un petit peu moins connu, qui est celui de la vente de la maintenance, qui représente quand même 10% de notre chiffre d'affaires. Et donc on vend de la maintenance à d'autres compagnies aériennes qui ont des activités de maintenance un peu plus réduites, un peu moins fortes que nous. Et enfin, on reprendra plus de 38 000 collaborateurs. Du coup, nous, sur nos problématiques d'IA générative, on pense que c'est vraiment à inclure dans nos activités de data en général, que ça doit suivre le même process. Donc, au niveau de la data, comment on est organisé? Alors, il faut savoir, nous, on a une IT qui est commune, du coup, Air France KLM, donc au niveau du groupe, et avec une équipe aussi de recherche opérationnelle qui est transverse et qui va prendre en charge tous les sujets de data, d'optimisation et du coup d'IA générative pour le groupe. Donc, cette équipe data, elle n'est pas nouvelle, elle a 65 ans et ça nous permet du coup d'avoir déjà des relations fortes avec tous nos métiers et on va beaucoup s'appuyer là-dessus aussi pour tout ce qui est IA générative et tous ces sujets un peu innovants et un peu nouveaux que les métiers connaissent pas trop. On capitalise beaucoup sur le fait qu'on a déjà la confiance de nos métiers en général. Et on va beaucoup accentuer du coup, sur cette partie générative tout ce qui est acculturation des métiers, renforcement du coup, au sein des métiers de cette connaissance de la data et de cette maîtrise de la data en s'appuyant du coup, sur la structure de la Data Factory que Virgile vous a évoqué tout à l'heure. Et aussi sur la mise en place d'un réseau de data office. Donc assez récemment, on a structuré proprement tous nos différents data office par chaque domaine de métier d'Air France KLM, et aussi un chapeau au niveau du groupe qui est lui qui date de quelques semaines. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met en place autour de la data elle-même et surtout de l'organisation qui la supporte. Alors notre voyage autour de l'IA générative, il a commencé un peu comme tout le monde en mars 2023. On a commencé par la première fois se connecter à un lab, à une sandbox Azure OpenAI pour pouvoir comprendre en interne data, pour comprendre un petit peu ce qui se passait, ce qu'on pouvait faire, quelles étaient les possibilités. Et puis après, très vite, on a ouvert une instance privée de ChatGPT qu'on a baptisée Thalia en interne. Et ça a été le support pour nous d'un hackathon qui a été un grand succès qu'on a porté en interne. Voilà, quand on a ouvert le hackathon, on a eu plus d'une trentaine d'équipes de tous les métiers, des opérations aériennes, de la finance, du commercial qui sont inscrits pour venir avec nous à la Data Factory et essayer de craquer des cas d'usage de la data. On en a sélectionné 13 et ils ont pu pitcher devant un jury qui était constitué de membres de notre COMEX. Donc c'était un peu un point de départ chez nous de l'usage de la data. On est ressorti de ce hackathon avec 13 beaux cas d'usage qui sont aujourd'hui en cours d'industrialisation. Ça, c'est un grand moment. Ensuite, on a essayé de packager un petit peu des formations en interne à travers des summer schools
notamment une formation sur l'IAGN au global et une formation un peu plus spécifique sur le prompt. On l'a vu aujourd'hui, mais voilà, les techniques de prompt sont à parfaire et à démultiplier dans nos entreprises. Donc nous, on a essayé de packager ça avec des formations qu'on porte au niveau de notre Data Factory. Et on a aussi donc, constitué une backlog de cas d'usage au niveau du groupe Air France KLM pour apporter toutes les synergies possibles et pouvoir prioriser les cas d'usage qui nous semblaient les plus importants. On y a dédié à cette backlog une squad dédiée, IAGEN, constituée d'experts techniques data et IA, mais aussi de membres de notre pôle de transformation, donc vraiment avec une casquette transformation business. Et ça, on voit que sur les sujets d'IAGEN, évidemment, mais on rencontre des freins, que ce soit légaux, juridiques, aussi pour essayer de démontrer la valeur du cas d'usage. Et ce pôle transformation, il vient nous aider là-dessus et inscrire ces sujets dans notre plan de transformation lorsque, bien sûr, la transformation business est conséquente. Ensuite, on a ouvert notre premier environnement cloud pour y mettre en œuvre nos projets. Un des premiers, c'était un cas d'usage de knowledge management, donc assez basique sur notre corpus de documentation RH. Là, il y a beaucoup de grands groupes qui ont commencé aussi par ce cas d'usage. Un cas d'usage avec des données qui sont relativement accessibles, propres et sans trop d'enjeux. On ne va pas mettre au sol un avion si jamais on a une mauvaise réponse. Donc ça, pour nous, c'était important de partir sur quelque chose de simple au début. Ensuite, on a ouvert une réflexion sur la création de GenAI Services en interne. Parce qu'à travers toute cette époque, on voyait bien qu'il nous fallait un peu de liant et plus avoir une liste de POC exhaustive qui s'allongeait sans pouvoir les résoudre de façon dépendante. Donc on part sur du développement de POC vraiment à partir maintenant de briques réutilisables. On va vous présenter un petit peu plus en détail dans la suite. Et puis, plus récemment, on a fait notre premier use case en prod sur la classification. Et on teste, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, les copilotes de Microsoft et GitHub en preview. Très intéressant. Pour le moment, je ne sais pas si Microsoft est encore dans la salle, je ne pense pas. Ce qu'on voit, nous, la conclusion qu'on en tire, c'est que pour le moment, ça ne vaut pas encore les 30 € licence supplémentaires pour tout le monde. Mais peut-être que pour certains usages, on va sans doute faire une spécification d'usage des licences et non pas sur quelque chose de tout ouvert. Mais on a encore beaucoup d'attentes et on sait qu'ils vont s'améliorer. Donc ça, c'était pour notre parcours un peu de réflexion jusqu'à aujourd'hui. Cette dynamique, aujourd'hui, on l'inscrit dans notre stratégie Data IA au niveau du groupe Air France KLM. Et donc, on a structuré nos axes de réflexion comme l'est notre stratégie Data IA au global. C'est-à-dire qu'un axe fort sur les use cases, bien sûr, c'est vraiment ce qui nous drive avec ce portefeuille commun qui nous permet d'appliquer un peu les mêmes méthodos et d'apprendre sur la mise en place de chaque cas d'usage et de pouvoir apporter au métier toutes les erreurs et tout ce qu'on a appris sur les cas d'usage précédents pour leur proposer une démarche standardisée pour aller au plus vite. On a un axe fort, bien sûr, sur la gouvernance. On en a parlé juste avant avec l'IA Act. Évidemment, on a une volonté de s'aligner au plus tôt. On a aussi un comité IA qu'on est en train de créer avec le membre du CISO, du légal et des personnes de nos ressources humaines. Et on essaye d'être au top du niveau d'un point de vue sécuritaire. Voilà, on rebalaye à travers l'IA générative en fait, tous les piliers classiques de la data et l'IA. Sur le plan de technologie, on a vraiment deux axes. Un axe vraiment pour sourcer des technologies, des modèles qui vont répondre de façon la plus adéquate possible à nos cas d'usage métier, mais aussi un axe sur l'amélioration, ce que j'appelle l'amélioration du travail de chacun,
vraiment voilà, avec tout ce qui est copilote et les solutions qu'on met à la disposition de tous nos salariés comme notre Thalia, notre instance de ChatGPT interne. Et enfin, on a un dernier volet qui est très très important pour nous, qui est l'acculturation. Aujourd'hui, on le voit, que si on arrive à mettre en place des usages un peu spécifiques de l'IA, c'est que le métier il a bien compris ce que c'était l'IA-Gène et qu'il a testé lui-même et qu'il a été acculturé en amont avant ces phases de mise en place. Donc voilà, on est en train de définir un parcours de formation spécifique à l'IA-Gène et on fait des ateliers, des roadshows avec les métiers dans lesquels on vient tester des approches, on leur prend la main vraiment pendant une demi-journée avec des roadshows qui sont un petit peu packagés selon qu'on a affaire à des Néerlandais ou des Français, mais sinon on est vraiment dans cette logique-là. Et maintenant, je vais vous brosser un rapide panorama de comment on veut implémenter tout ça chez nous. Donc, l'idée, c'est de maximiser le reuse et qu'on veut éviter d'avoir plein de petits projets qui feraient globalement la même chose, mais qui soient développés par des équipes différentes avec des méthodes différentes. Et bon, ça, on pense que c'est vraiment une perte de temps. Donc, on essaie de centraliser au maximum. Donc, on a un peu une approche à la fois par use case et à la fois en transverse. Du coup, en proposant à la fois une couche de service qui va être très technique, où ça va être directement à destination des développeurs. Donc, ça va être des API avec les modèles, ça va être des plateformes, aussi les copilotes et ce genre de choses. Mais on veut aussi se concentrer sur toute la partie de services fonctionnels, donc avec les services qui sont très demandés et dont on sait qu'on va avoir les implémenter un certain nombre de fois dans un certain nombre de métiers. Et donc, ça va être par exemple tout ce qui est knowledge management, classification, documentation de code, ce genre de choses qu'on veut pouvoir aller intégrer à plein d'applis opérationnels qui existent déjà. Donc on a vraiment cette approche où on veut développer aussi ces petites couches réutilisables pour les différents métiers de la compagnie et quitte à les spécifier après en fonction des use cases. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est qu'on veut avoir les couches qui sont utilisables par tout le monde directement et de façon très simple, mais on veut aussi, nous, s'en resservir et les spécifier pour des use cases particuliers. Et bon, donc là-dessus, on vous parlait de Thalia, qui est notre ChatGPT interne, mais par exemple, dans ce Thalia, du coup, on a déjà branché aussi le knowledge management qui permet à des utilisateurs de toute la compagnie d'aller uploader des CSV et de faire des PDF et de chatter sur cette base de documents. L'idée, c'est vraiment qu'on veut permettre à tout le monde. Bon, déjà, il y a beaucoup de besoins qui sont répondus déjà juste par cette fonctionnalité simple, où il n'y a pas besoin d'implémenter tout un vrai outil de knowledge management pour eux. Juste pouvoir uploader des PDF, ça suffit. Et ça permet du coup à tous les métiers de faire leurs petites expérimentations et de peaufiner leurs besoins avant de venir demander un projet et du coup d'arriver avec déjà une connaissance de ce qui est possible et de leurs besoins propres. Et du coup, on a sélectionné quelques use cases à vous présenter parmi ceux de notre backlog. Donc on a choisi ces use cases à la fois parce qu'ils avaient un fort intérêt au niveau du métier et des gains potentiels, et parce que nous, ça nous permettait de tester des points particuliers. Donc le premier use case qu'on vous présente, qu'on a appelé Pamelia, c'est un chatbot sur des processus réglementaires. Donc c'est à mettre à destination de tous les agents SOL, donc ceux qui vous aident à enregistrer vos bagages, qui répondent à vos questions à l'aéroport. Et pour tous ces gens, en fait, leur valeur ajoutée, elle est dans la relation client et pas du tout dans la recherche de la bonne information. Donc, on voulait leur simplifier toute cette tâche. Et nous, ce que ça nous a permis de tester par rapport à du knowledge management basique, c'est que c'est des documents. Enfin, il y a un document général qui est mis à jour tous les 6 mois. Et après, il y a plein de petites mises à jour, de bulletins qui viennent au-dessus des informations qu'il y a dans le document de base. De la même façon qu'on a des règles locales qui viennent aussi écraser les règles générales. Des procédures qui s'appliquent que pour Air France, que pour KLM, que pour telle compagnie partenaire. Donc voilà, ce qu'on voulait tester, c'était toute cette contextualisation forte en fonction du lieu, du client et des mises à jour. Mais voilà, c'était notre premier use case de knowledge management. Un deuxième use case de knowledge management, il s'appelle Charlie, parce qu'il va nous aider à trouver des pièces d'avion. Celui-là, on le remet, il est intéressant parce qu'on remet un usage de l'IA-Gène dans les mains d'un mécano, directement dans son toolpad.
Je pense j'ai entendu dire qu'à la SNCF et chez Alstom, il y avait des cas d'usage qui étaient assez similaires. Parce que le mécano qu'on voit à l'écran, il va passer du temps aujourd'hui à essayer d'identifier le numéro d'une pièce d'avion pour pouvoir monter la bonne référence sur son moteur ou sur son avion. Et l'idée, c'est de l'accompagner à travers un petit peu de knowledge management là-dessus. Ce cas d'usage, pour nous, il est super intéressant parce qu'on adresse une documentation technique qui est complexe. Et donc là, on a un usage du RAG qui est assez avancé sur une documentation qui est également aussi variée, parce qu'on a autant de références qu'on a de constructeurs de pièces d'avion et qui sont assez variées en fonction de si on a une pièce qui est pour du Parochil, Goodyear, Rolls-Royce, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'on peut arriver à des synergies qui sont assez fortes à ce niveau-là, tout en mettant à dispo en fait une IAGN dans la main de quelqu'un qui n'en utilisait pas jusqu'à aujourd'hui dans son quotidien. D'autres cas d'usage. Use case suivant, on retourne chez les clients. Donc ça, c'est notre premier use case IA générative en production, et on l'a choisi parce que c'est de la classification, donc c'est très facile d'évaluer les performances. Là-dessus, le challenge, et pourquoi on a utiliser des IA génératives plutôt que du NLP classique, c'est parce qu'on n'avait du coup pas de données, on n'avait pas d'historique de données classifiées, et on avait beaucoup de classes. Donc là, l'idée, c'était de voir si on pouvait gérer des taxonomies très grandes. Donc là, on avait environ 200 classes. Et après, en plus, c'est de la classification de verbatim client. Donc c'était vraiment tous les rapports des clients qu'on voulait pouvoir analyser plus rapidement. Donc les classer, ça permet de les filtrer pour détecter des problèmes, et après de faire des analyses plus globales, donc d'avoir de la détection automatique du coup des problématiques qu'il y a eu la semaine dernière, par exemple, ou de détecter des signaux faibles, ce genre de choses. Et enfin, un dernier cas d'usage. Celui-là, il va plus vous concerner, vous. Il est un peu plus... je lâche, le mot est lâché, il me fatigue ce mot, mais disruptif pour Air France. C'est un use case qui va en fait accompagner tous nos clients dans sa recherche de destination. Aujourd'hui, Air France, globalement, vend des billets d'avion. Et à travers ce use case, on change un peu de prisme, mais on vient vous recommander des destinations en fonction de vos désirs, de vos souhaits et de vos contraintes. Typiquement, si vous pouvez spécifier, voilà, je suis un couple d'une trentaine d'années qui veut partir en vacances au mois d'août dans une destination au soleil, mais à moins de 4 heures de Paris. Et donc là, l'idée, c'est de vous proposer un top 3 des destinations avec les prix associés, bien entendu, et vous pousser aussi du contenu inspirationnel adapté à votre fiche client. Donc ça, pour nous, c'est intéressant de le mettre en place parce que on couvre plusieurs aspects de la génération, dont de la génération de contenu. Aujourd'hui, c'est des choses un peu spécifiques qu'on aborde pas encore tout à fait dans tous nos cas d'usage. Et aussi, on se connecte à des API qui sont fondamentales pour nous, celles qui contiennent le prix de nos billets d'avion. Donc, c'est quelque chose vraiment de cœur dans nos métiers. Voici, ça, c'était vraiment un petit aperçu de 4 cas d'usage. On a une dizaine de cas d'usage prioritaires qu'on a sélectionnés et qu'on s'efforce de mettre en œuvre le plus tôt possible, et aussi d'en démontrer la valeur. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir une trop grande liste de cas d'usage sur lesquels on arriverait peut-être à une production, mais surtout en fait d'avoir des preuves de valeur pour pouvoir dire à notre COMEX, voici les bénéfices de l'IAGN, voici ce qu'on peut faire et en voici la valeur. Ça, c'est vraiment un point fondamental qui nous est cher. Et pour conclure, peut-être 3 tips qu'on retient sur le déploiement de ces premiers cas d'usage. Alors nous, le premier, vraiment, on en a un petit peu parlé, mais c'est l'appétence du métier. Un métier qui a déjà bien compris ce que c'était l'IAGN, qui a déjà testé ChatGPT avec des prompts, qui s'est un peu cassé les dents sur des outils un peu génériques. Et ça, c'est très très bien. On les accompagne pour ça. Et c'est vraiment un terrain de jeu qui est favorable pour mettre en place des POC et des MVP conséquents.
Le deuxième tips, c'est évidemment, ça va concerner la donnée et la connaissance de la donnée. Un métier qui connaît bien sa donnée, bon, ça, c'est pas générique à l'IAGN, hein, mais le use case, il est beaucoup plus. Il apporte une valeur beaucoup plus directe. Et enfin, le troisième type qu'on retrouve, nous, c'est qu'il faut passer du temps en fait en amont des cas d'usage à travailler sur sa documentation. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que le temps entre guillemets, de documentation engineering, va être peut-être plus important que le temps de déploiement d'une solution pour un use case. Donc voilà, quand il y a un métier qui toque à notre porte, et bon, on va lui prévenir, on va regarder ses données, on va lui dire là, on va peut-être d'abord t'accompagner pour faire un peu de travaux sur tes documents avant de les ingérer dans un modèle et de faire du rec dessus. Et peut-être le mot de la fin, à travers l'IAGN, bien entendu, on s'inscrit, on a vraiment une volonté de s'inscrire l'IAGN comme l'IA traditionnelle. On ne réinvente pas la roue, hein. On utilise bien sûr les structures existantes comme notre Data Factory. On va beaucoup plus loin aussi sur certains points comme la gouvernance et notre backlog groupe de projets. Et donc on voit en fait que l'IAGN, à la fois on l'inscrit dans quelque chose qui existe déjà et on utilise tous nos enablers aussi technologiques, hein, j'en ai assez peu parlé, mais qui ont été mis en place depuis plusieurs années. Et ça nous permet aussi de retransformer tout ce socle et de le porter à un niveau vraiment supérieur. Merci pour votre... Merci.